Je voulais profiter merci, d'un petit moment pour justement mettre en relief cette flexibilité, cette adaptation et ces besoins uniques. Alors, j'ai isolé 5-6 petits, pas forcément d'ailleurs, moments dans la vie des projets. Alors, je ne vais pas citer forcément les clients, mais je vais citer justement ce qu'on a fait. Tout d'abord, on a travaillé pour une entreprise qui fabrique tous ses produits en Chine. Et dans le DAM, il y a toutes les documentations techniques. Alors, il y a un petit sujet, elles sont en chinois. Et elles sont à destination de tous les dealers dans le monde entier. Et ce qui pose un petit problème, c'est que finalement, l'apprentissage du chinois, malheureusement, est encore un petit peu défaillant. Et donc les gens ne parlent pas très bien chinois, ils le saisissent encore moins. Donc pour retrouver justement toute cette documentation technique, le client avait un problème. Donc c'est-à-dire que son DAM n'était pas hyper utilisable, avec beaucoup de documents en chinois, et peu de possibilités de le retrouver, à part par les métadonnées. Mais c'est des documentations qui sont tellement extensives qu'il y a souvent des mots-clés hyper importants à l'intérieur et qui ne sont pas forcément tagués dans la métadonnée. Vous savez que nous, lorsqu'on rentre un document Word, PDF, n'importe quel document, en fait, on extrait le contenu pour le rendre indexable et cherchable. Mais ça n'aidait pas beaucoup parce que du coup, tout était encore en chinois. Du coup, pour ce client-là, on a fait un système qui, à chaque fois qu'un document est rentré en chinois, extrait le contenu, le passe à travers les systèmes de traduction automatique qui vont le traduire. Et là, on ne cherche pas finalement à avoir quelque chose de très exact. Ça se trouve, il y a énormément d'approximations, la grammaire n'est pas forcément incroyable. Et justement, ce résultat-là, on ne va surtout pas le montrer. Par contre, on va l'indexer dans la base de données, ce qui fait que lorsque quelqu'un espagnol, américain, italien recherche ce mot-clé, par exemple pompe à vide, qui se trouve dans le document en page 28, les documents vont remonter. Voilà. Donc ça, c'est un exemple typique d'un besoin assez unique qu'on a pu justement proposer sans que forcément cette logique-là ne soit complètement dans le produit à l'heure actuelle. C'est un plugin qui fonctionne que pour eux et que vous pourriez avoir aussi si vous avez le même besoin, on pourrait vous diffuser. Mais voilà, ça permet d'étendre les capacités de recherche du système avec ce use case un peu particulier. Un deuxième cas qui est assez intéressant également, c'est, comme disait Fred juste avant, lorsqu'on rentre à un Photoshop, nous, on crée ce qu'on appelle des variations, c'est-à-dire des images de moyenne, basse, haute qualité, souvent destinées à l'affichage sur le web ou les médias digitaux, et ça va souvent sur les sites web. Le problème, c'est lorsque une image expire. Alors, sur ce client-là, il a un site e-commerce, il a beaucoup de mannequins, et les mannequins vont donner des droits jusqu'à une certaine date. Normalement, tout le monde monitore la fin des droits, mais bon, les relances humaines, malgré toutes les alertes email, les relances, etc., il y a des moments où l'image expire, parce que c'est comme ça, c'est un des avantages du DAM, c'est qu'on archive automatiquement à la fin de l'expiration des droits les images, et dans ce cas-là, on a plusieurs choix. Soit on peut la remplacer par une image vierge, mais du coup le site est plein de trous, enfin moins des trous dans la liste de résultats, soit on va permettre de mettre une image de remplacement. Le problème, c'est que là, on est sur quelqu'un qui a des gammes extrêmement vastes, et donc lorsque cette image ici expire, parce que ce modèle-là avait donné les droits jusqu'à une certaine date, on va non pas remplacer par une image de remplacement générique, on va les remplacer par une image de la gamme. Donc on a codé un système qui, avec des images qui ont des droits extrêmement étendus, qui sont beaucoup plus génériques, va aller non pas remplacer par le logo de l'entreprise ou une image de remplacement de base, mais il y a toute une algorithmie qui va aller chercher la meilleure image de remplacement. Mais le problème qu'on avait, c'est que dans ce cas-là, les personnes qui travaillent avec des logiciels internes à l'entreprise, on a vu là dans les cas Saventia et Michelin, c'est qu'on peut avoir des connexions hyper fortes avec du SAP, des PIM. Et là, cette image de remplacement, pour le coup, elle ne convient pas du tout, parce que ce n'est plus l'image originale. Sauf qu'on veut quand même transmettre l'information qu'elle a expiré, et surtout qu'elle ne soit pas utilisée par l'utilisateur de Salesforce ou ailleurs. Du coup, on a encore une autre variation, où on va remplacer avec un watermark l'image. C'est bien l'image originale, mais on voit qu'elle est complètement inutilisable, et on peut du tout plus l'utiliser dans des logiciels tiers. Voilà, ça c'est un exemple où des règles métiers hyper précises ont été implémentées en fonction des logiciels qui vont utiliser l'image pour permettre la meilleure exploitation de l'image tout en respectant les droits. Un autre cas qui nous arrive assez souvent, vous savez qu'on offre des API très complètes, j'en ai parlé tout à l'heure, et parfois c'est vrai qu'il y a besoin de connecter un système.
Et là, les API sont très complètes, mais du coup, elles peuvent apparaître complexes. Par exemple, si on prend le cas de Michelin, je crois qu'il y a 200 métadonnées, c'est ça, Fred? 282 métadonnées. Du coup, l'API, pour faire une recherche, eh ben, il y a 282 champs, éventuellement obligatoires ou pas à remplir. Donc pour un développeur, c'est énorme. On se dit, ok, on va faire l'intégration, mais wow, c'est un peu long. Moi, j'ai juste besoin, j'ai un petit logiciel de social media ou autre à connecter. Du coup, ce qu'on fait assez souvent, c'est qu'on crée des API au-dessus des API, hyper simples. Donc là, on a un cas d'un client, il avait simplement 3 métadonnées à remplir. Plutôt que de lui passer du temps à lui enseigner comment ça va marcher, où sont les 3 métadonnées parmi les 280, là, on fait des surcouches d'API qui permettraient simplement au développeur d'aller hyper rapidement au but de son intégration, sans y passer plus de temps. Et ça, c'est vraiment hyper simple à faire pour nous, et il ne faut surtout pas, justement, faire l'économie de ça, parce que les intégrations se retrouvent largement simplifiées, et en plus, l'adoption, du coup, l'envie d'intégrer le DAM dans les équipes techniques, elle se diffuse largement, et se disent, ah mais c'est super sympa, parce que au lieu d'avoir une API hyper complexe, j'ai un éditeur qui est capable de me proposer des points d'entrée hyper simplifiés qui vont permettre d'accélérer mon travail. Alors ça, c'est assez original. C'est un constructeur automobile qui diffuse des images de communication des filiales et également des partenaires. Et ces images, il a décidé de les faire payer. Donc il y a un système de rémunération. Certaines images sont entre guillemets à usage libre et d'autres un système de crédit. C'est-à-dire que moi, en tant que concessionnaire, si je veux utiliser cette image, je suis débité de crédit. Donc, on veut dire qu'on n'a pas de système d'e-commerce naturellement intégré dans Wedia. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on a pu faire, c'est-à-dire que les crédits sont gérés au niveau du SAP, donc que chaque personne se voit attribuer un nombre de crédits ou achète des crédits en fonction de son rayonnement, on va dire, en tant que distributeur. Et donc, avant de faire un panier, lorsqu'on veut faire un téléchargement, on va se retrouver avec une sorte de panier de type e-commerce en disant celle-là est gratuite, celle-là est gratuite, celle-là vous des contrats 3 crédits, et celle-là elle fait 25 crédits, donc vous n'avez plus assez de crédits, désolé, il faudra demander une autorisation spéciale avec un système qui permet de faire des demandes d'allocation de crédits supplémentaires. Voilà. Donc c'est typiquement quelque chose sur lequel, pour le coup, une solution SaaS standard aurait peut-être beaucoup de mal à répondre parce que c'est quelque chose qui a été fait à façon et hyper intégré avec l'écosystème du client. Alors, on a également dans nos références quelqu'un qui produit des motos américaines, assez connues, assez emblématiques. Et donc, il y a beaucoup d'images de motos, et il y a un besoin chez tous les concessionnaires, c'est d'afficher une étiquette qui pend au guidon de la moto. Et chaque étiquette est unique, c'est-à-dire qu'elle reflète exactement le numéro, enfin la composition, toutes les options de cette moto. Donc c'est vraiment le prix exact qui est donné, et donc avec certaines obligations légales. En Californie, il faut les prendre d'une certaine manière. Dans le Michigan, c'est une autre façon de faire. Et donc c'est vraiment hyper compliqué à gérer. Et en plus, il y a souvent des images. Il y a l'image de la moto qui est affichée sur cette petite étiquette. Alors à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Alors là, je n'ai pas d'image, mais on voit que sur cette moto-là, le modèle de base est en gris, mais en plus, il y a l'ABS, voilà, il y a des éléments supplémentaires, et donc au final, on a le prix exact qui correspond à exactement cette configuration-là, cette moto-là. Toutes ces motos sont identifiées avec un numéro qui s'appelle le VIN, et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a remonté. Donc ça, ce sont toutes les motos qui sont produites par ce producteur que vous avez peut-être reconnu, de motos, ce fabricant de motos, et donc chaque moto arrive avec ses options, et donc on génère automatiquement les étiquettes qui vont pendre chez tous les dealers du monde avec ces informations. Donc là on la plie en deux et on la suspend au guidon de la moto, et donc la personne qui vient en magasin sait exactement ce qu'il va acheter, les options, la couleur et le prix final. Alors ça c'est typiquement l'extension qu'on va pouvoir faire grâce à nos modules de distribution marketing. Voilà, et pour terminer, j'ai également souvent un cas qui est assez intéressant, c'est que le DAM n'apparaît pas comme une solution indépendante. On est souvent intégré dans des intranets ou des systèmes qui sont à plusieurs onglets. Et donc justement, le DAM est un onglet finalement de tout un écosystème marketing. On voyait tout à l'heure, tout au début de la présentation, les entreprises ont beaucoup de solutions.
Ce qu'on fait assez souvent, c'est qu'on est capable d'injecter les logiques d'onglets. Et donc, vous avez donc le CMS est un onglet, le DAM est un autre onglet, euh, le, le Salesforce est encore un onglet. Et donc, on va gérer finalement non pas des adresses différentes, mais l'utilisateur, lui, il a une seule adresse et il retrouve tous ses applicatifs et on agit comme un hub fédérateur. Et donc, on s'inscrit dans une charte graphique, souvent aussi, qui est celle de l'entreprise qu'elle a voulu donner. Et donc, ça évite justement cet effet d'éparpillement finalement des solutions. On va vraiment gérer le DAM comme étant un onglet au service de l'image et du visuel et pas simplement une solution standalone dans son coin avec son adresse à part. Voilà. C'était quelques petits cas que je voulais souligner, mais c'était pour vous montrer justement toute la diversité des cas qu'on était capable d'adresser. Voilà.